Aujourd'hui, nous quittons notre appartement du Vauclin pour rejoindre l'un des territoires les plus sauvages de la Martinique. Direction la presqu'île de la Caravelle, une péninsule sauvage, modelée par le vent et les vagues, est réputée pour ses paysages contrastés et ses sentiers de randonnée. Nous poserons nos valises à Tartane, un village de pêcheurs accroché au bord de l'océan. C'est ici que nous ferons la rencontre de Guy-André Licamp, l'un des derniers gardiens d'une tradition millénaire, qui nous confiera avec simplicité son quotidien et son attachement à la mer. Puis, cap sur les sentiers de la presqu'île pour une promenade à travers mangroves, forêts sèches et panoramas spectaculaires sur l'Atlantique. Au détour d'un chemin, nous découvrirons les ruines du château du Buc, témoin d'une époque révolue, avant de savourer des plats traditionnels au restaurant Ticarbet. Et parce que la Martinique ne cesse de nous surprendre, nous terminerons par une découverte inattendue, l'histoire fascinante de la banane, cet or jaune qui a façonné l'économie de l'île. Bienvenue dans ce 5e épisode de notre voyage en Martinique. Ce matin, nous partons à la découverte du nord-est de l'île. La route serpente entre champs de canne à sucre et bananeraies, offrant par moments de superbes points de vue sur l'Atlantique. Premier arrêt de la journée, le point de vue de l'oiseau moqueur. Depuis ce promontoire naturel, le regard embrasse toute la côte, des collines verdoyantes aux reflets changeants de la mer. Mais ce qui nous surprend, c'est cette sculpture d'ailes géantes qui surplombe le paysage. Une création de l'association Valorisation Martinique qui rend hommage au moqueur à gorge blanche. Endémique de Martinique, c'est une espèce menacée qui est uniquement présente sur la presqu'île de la Caravelle et dont il ne reste que 200 individus. Un instant suspendu, où l'on mesure toute la diversité des paysages martiniquais. Quelques kilomètres après notre départ du Vauclin, nous faisons une halte à Lens-Poutourne, dans la baie du Galion. Cette petite crique, bordée de résiniers et de roches volcaniques, offre un cadre tranquille, bien que moins propice à la baignade que d'autres plages environnantes. À proximité, le tennis club s'anime dès les premières heures du jour. Les joueurs, raquettes en main, s'affrontent sur les cours en terre battue, ajoutant une touche de dynamisme à ce lieu paisible. Lens-Poutourne est également le point de départ de la randonnée vers le Morne Pavillon. Ce sentier de 10 km, accessible aux randonneurs expérimentés, serpente à travers mangroves, forêts sèches et offre des panoramas spectaculaires sur l'Atlantique. Bien que cette plage ne soit pas la plus prisée pour la baignade, elle constitue une pause contemplative idéale avant de poursuivre notre route vers Tartane. Au bout d'une route sinueuse, bordée de cocotiers et de cases colorées, Tartane se dévoile enfin. Ce paysage en bord de mer a conservé intacte son âme de bourg de pêcheurs. Les barques colorées sont alignées sur le sable, les filets sèchent à l'ombre des cocotiers et les discussions s'improvisent entre voisins au fil de la journée. Nous posons nos valises dans notre nouvel appartement, à 2 pas de la plage. À peine installés,
nous partons à la découverte du village. Ici, la vie suit encore le rythme des marées et des départs en mer. Tout semble aller à son propre tempo, entre tradition et quotidien insulaire. C'est dans ce décor authentique que nous faisons la connaissance de Guy-André Lican, marin-pêcheur professionnel et vice-président de l'association des marins-pêcheurs. Installé à l'ombre d'un arbre, Guy prépare ses casiers et a la gentillesse de partager sa passion avec nous. Au niveau de la pêche, je fais des casiers, c'est ce que je suis en train de faire là. Je fais du DCP, disposition, concentration de poissons. On met des trucs flottants sur l'eau, on va pêcher du gros poisson, du marlin, du thon, de la dorade coryphène, de la bourse, de la carangue, du taza, toute cette partie de la pêche. Et en troisième fonction, je fais de la plongée en apnée aussi, en chasse sous-marine. Guy nous raconte comment il a choisi cette vie au contact de la mer. Mon père était militaire de carrière, mais mon oncle, qui était marin-pêcheur, n'a jamais voulu que j'aille en mer avec lui. Quand je suis revenu après mon service militaire, je suis reparti, je suis revenu. Et puis un beau jour, je me suis réveillé et puis je me suis dit, bon, il faut que je change de branche. Je travaillais à la ville de Trinité, à la commune. Et finalement, j'ai laissé tomber et puis je me suis dit, bon, ben, je vais m'orienter sur autre chose. Je me suis dit qu'à un moment ou d'une autre, il faut se prendre en main, de ne plus travailler pour les autres, de travailler pour soi-même. Et c'est ça, c'est l'entreprise. Alors, je me sens bien, regardez là, j'ai pas de pression, ça me permet de regarder, de tourner un film avec vous. Ça veut dire que si j'avais un patron, il m'aurait dit de laisser tomber. Eh bien là, ça veut dire que moi, comme je suis le propre patron, je me permets de prendre mes décisions moi-même. Et c'est ce qui est important. C'est ce qui est important. Et le fait que vous m'avez proposé ça, de faire ce petit film avec vous, ça m'a plu parce que ça va pouvoir montrer au monde entier notre culture et notre façon de travailler. Et c'est une bonne chose pour nous. Les gens pourront connaître, voilà. Les amis bretons que je connais pourront voir, si jamais ils ont l'occasion de voir ce film, ils pourront vous dire aussi que voilà comment on travaille. Et c'est vraiment différent. Nos casiers sont vraiment plus grands. Ici, la pêche est un métier exigeant, où il faut s'adapter aux marées et aux saisons. Quand la marée est forte, les bouées sont au fond de l'eau. Les bouées sont coulées. En marée basse, les bouées remontent à la surface. Et vous savez connaître l'heure de marée, l'heure du courant. Et comme ça, vous savez à quelle heure vous devez partir. Il évoque aussi les réalités du métier, les charges importantes et la nécessité de diversifier les techniques. Si on fait qu'une pêche, on risque de ne pas s'en sortir. Parce que c'est pas évident. Si on fait pas ça, c'est que on risque de se planter parce que quand les factures arrivent, ça rigole pas. L'URSSAF, l'ENEM, le comité des pêches et leur charge sociale. Toute l'année, on vend pour des particuliers. L'étal de vente, c'est là. C'est d'aller pêcher et ramener le poisson aux consommateurs. C'est toute l'année, c'est ça. Ça veut dire que moi, que les autres collègues, c'est pareil. C'est aux producteurs, aux consommateurs. Et c'est ce qui est important. Et c'est ce que les gens aiment. Avoir du poisson frais tous les jours, c'est pas une mauvaise chose. C'est une très bonne chose pour eux. Alors qu'il travaille, une passante intriguée s'arrête et l'interroge sur son matériel et son métier. La pêche en elle-même, pour le faire, il faut l'aimer. Avant de conclure, Guy partage avec nous une image qu'il aime rappeler. Il y a plus de poissons en l'eau que de monde sur la terre. Je vous parle, quand vous mettez un enfant au monde, vous mettez un enfant au monde. Un poisson, il met 1000 œufs. Et si les gens lui parlent, les scientifiques peuvent venir donner des estimations. Une chasse exacte. Un moment simple et sincère, à l'image de Tartane et de ses habitants. Après cette rencontre riche de sens avec Guy, nous partons en direction de la réserve naturelle de la Caravelle. Ici,
à l'extrémité nord-est de la Martinique, la nature semble encore avoir le dernier mot. La presqu'île doit son nom à une caravelle, ce navire léger du XVIe siècle, qui aurait fait escale ici, bien avant que l'île ne soit définitivement colonisée. Le site abrite plusieurs sentiers de randonnée qui permettent de découvrir des paysages variés. Falaises escarpées, savanes battues par les alizés, forêts sèches et mangroves discrètes. Parmi les itinéraires proposés, on trouve notamment une grande boucle d'environ 9 km qui fait le tour de la presqu'île et passe par des points de vue spectaculaires et un parcours plus court d'un peu plus de 2,6 km qui serpente dans la mangrove et la forêt sèche. En raison de notre emploi du temps chargé, c'est cette alternative que nous choisissons de prendre. Le sentier s'enfonce d'abord sous un couvert de forêt sèche. Les marches de bois et les sentiers de terre battue alternent, montant et descendant au gré du relief. De là, la vue s'ouvre sur la presqu'île. Nous en profitons pour filmer et prendre quelques photos. Un peu plus loin, nous découvrons la mangrove. À travers un dédale de passerelles de bois, nous cheminons au-dessus des palétuviers, leurs racines tortueuses dessinant des entrelacs dans l'eau saumâtre. Après cette immersion en pleine nature, nous poursuivons notre exploration de la presqu'île de la Caravelle en prenant la direction du château du Buc, l'un des sites historiques les plus marquants de la Martinique. Perché sur une hauteur face à l'océan, ce domaine en ruine fut au XVIIIe siècle le cœur d'une vaste plantation sucrière. La famille du Buc de Riveri, venue de Normandie, s'y installa au début des années 1700 et fit fortune grâce à la canne à sucre, au commerce triangulaire et à la traite des esclaves. À cette époque, l'habitation s'étendait sur plusieurs hectares et regroupait la maison principale, les bâtiments d'exploitation, les logements des esclaves et une sucrerie. Ce site tirait aussi parti de la situation stratégique. Perché au sommet d'une colline, il offrait un point de vue idéal pour surveiller la baie du Trésor et contrôler les mouvements de navires. En parcourant les vestiges, on découvre l'organisation précise de ces habitations coloniales, les ruines des cuves à mélasse, les fondations des entrepôts et les restes de l'ancien four à chaux. Mais le moment le plus saisissant de la visite se trouve un peu plus loin. Là, subsistent 4 cellules aux portes étroites. De véritables cachots où l'on enfermait les esclaves en guise de punition. Ces prisons, sombres et exiguës, sont encore accessibles aujourd'hui. On peut y entrer, ressentir l'étroitesse de l'espace, deviner la lourdeur de la pierre et imaginer les souffrances de ceux qui y furent enfermés. Un face-à-face troublant avec l'histoire. Ces vestiges rappellent qu'au-delà des paysages somptueux, la Martinique conserve les traces visibles de son passé colonial et esclavagiste. Depuis les hauteurs du château, la vue est spectaculaire.
La mer s'étend à perte de vue, et l'on comprend pourquoi les colons avaient choisi ce promontoire naturel. Un paysage grandiose, derrière lequel se cachent encore les mémoires invisibles. La visite se termine par une exposition retraçant l'histoire de l'esclavage. Après cette visite, nous prenons la direction du Tikar Bay, un petit restaurant en bord de mer, réputé pour ses poissons grillés et sa cuisine créole généreuse. Sur les conseils de la serveuse, nous nous laissons aller pour une délicieuse assiette créole en entrée. Après notre repas, nous partons découvrir l'une des attractions les plus inattendues de l'île. Le musée de la banane en Martinique est une étape incontournable et c'est surtout une vraie surprise. La banane, fruit que l'on pense connaître, dévoile ici toute sa richesse et son incroyable histoire. Originaire d'Asie du Sud-Est, la banane a voyagé à travers le monde pendant des siècles avant d'arriver dans les Caraïbes. On y apprend que sont recensées plus de 1000 variétés de bananes dans le monde, un chiffre impressionnant que l'on était loin d'imaginer. En Martinique, elle a été introduite dès le XVIIe siècle et s'est rapidement imposée comme une culture essentielle. Aujourd'hui, plus de 120 variétés différentes poussent sur l'île, un chiffre impressionnant qui témoigne de la diversité incroyable de ce fruit. Au musée, l'histoire de la banane se raconte à travers des objets, des photos, des outils agricoles anciens, mais aussi des récits sur la vie des planteurs et leur savoir-faire. On découvre comment la culture de la banane a façonné l'économie martiniquaise, en passant d'une agriculture familiale à une production qui représente encore aujourd'hui près de 10% des revenus agricoles locaux. Ce qui frappe, c'est la place culturelle qu'occupe la banane. Un fruit symbole, présent dans la gastronomie, les traditions et même dans l'art local. Le musée propose aussi une découverte sensorielle, avec une dégustation de plusieurs variétés. Après cette immersion, la visite continue dans la bananeraie attenante, où l'on découvre les différentes espèces en pleine nature. Cette promenade offre un moment de calme dans un cadre tropical luxuriant et permet de comprendre comment les bananiers poussent, s'épanouissent et sont récoltés. La visite s'achève dans une petite boutique où se retrouvent les produits locaux à base de bananes, confitures artisanales, rhums arrangés, chips croustillantes, un véritable condensé de saveurs authentiques qui permet de prolonger l'expérience chez soi. Ce musée est bien plus qu'un lieu d'exposition, c'est un voyage dans l'histoire, la culture et les saveurs de la Martinique. Une expérience à la fois instructive et sensorielle qui donne un nouveau regard sur ce fruit souvent sous-estimé. Une visite qui nous a,
à notre grande surprise, passionnés. En quittant le musée de la banane, nous longeons la côte et passons devant un site naturel remarquable, le tombolo de Sainte-Marie. Ce phénomène géologique rare se forme lorsque les courants et les marées déposent des bancs de sable qui relient temporairement l'île Sainte-Marie à la côte martiniquaise. Accessible uniquement à certaines périodes de l'année, lorsque les conditions sont réunies, ce cordon naturel permet de traverser à pied jusqu'à l'île avant qu'il ne disparaisse à nouveau sous les vagues. Curieux de le découvrir de plus près, nous prévoyons d'y revenir demain pour assister à ce spectacle éphémère. Nous reprenons ensuite la route vers notre hôtel et, avant de rentrer, faisons une dernière halte sur la plage de Lonsetan. Le sable doré, les vagues vives de l'Atlantique et le vent constant en font un lieu apprécié des surfeurs et des promeneurs en quête de tranquillité en fin de journée. Quelques pêcheurs rangent leurs filets pendant que le soleil descend doucement derrière les palmiers, offrant à la mer des reflets d'argent et d'ocre. C'est ici que nous vous quittons pour aujourd'hui. Demain, cap sur Sainte-Marie pour découvrir le célèbre tombolo, avant de poursuivre vers d'autres lieux chargés d'histoire et de nature. Un itinéraire entre paysages sauvages, mémoire du passé et douceur tropicale. Si cet épisode vous a plu, pensez à vous abonner, à liker et à nous laisser un petit commentaire. À bientôt pour de nouvelles découvertes.